François-Olivier Gisbert. Bonjour Timothée. Merci d'être avec nous. Vous publiez, je le disais, donc le troisième tome de votre histoire intime de la Ve République. Ça s'appelle Tragédie française aux éditions Gallimard. Le premier tome, c'était Le Sursaut, consacré à De Gaulle, puis La Belle Époque avec Pompidou et Giscard, et maintenant, place aux années Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, jusqu'à Macron, avec ce titre Tragédie française. Pourquoi tragédie ? Cette trilogie, en fait, c'est comme une petite pièce de théâtre. Vous avez l'acte 1. L'acte 1, c'est le sursaut. De Gaulle prend la France en 1958 alors qu'elle est par terre. Elle a vraiment juste à se baisser. Elle est par terre complètement. Déficit, endettement. On est proche de la guerre civile. Et puis il redresse la France en quelques mois. Après, vous avez Pompidou et Giscard qui arrivent, qui sont à la fois, enfin, qui sont ses successeurs, ses dauphins, puis en même temps ses assassins, parce que quand même, ils l'ont un petit peu poussé dehors au moment de la campagne du référendum de 1969, qu'il a perdu, et à la suite duquel il est parti. Et là, c'est ce que j'appelle la Belle Époque, parce que ça continue avec les principes du général de Gaulle. Intérêt général, on essaie de bien gérer l'économie, même s'il y a deux catastrophes qui tombent sur le paletot de la France, qui sont les deux chocs pétroliers, 1973, 1979. C'est très dur, très violent. Et donc, chômage de masse, etc. Mais en même temps, ils essaient de tenir et ça tient à peu près bien. 1981, c'est l'acte 3. Arrivée de François Mitterrand. L'acte 3, c'est l'arrivée de François Mitterrand, tragédie française. Et c'est là que ça commence. C'est-à-dire, on monte sur le toboggan à partir de... puis on va commencer à descendre le toboggan, peut-être de plus en plus vite, parce que il y a dans l'idée de François Mitterrand, qui est nouvelle, qui date de la fin des années 70, parce que pour combattre Rocard, qui était très populaire, il a fait ce que font tous les apparatchiks de Parti socialiste, et il est passé de plus en plus à gauche, pour le Parti socialiste, vous savez, il se prend à gauche, il se garde à gauche aussi, il se conserve à gauche. Mais il y a le tournant de la rigueur. Donc, oui, après. Mais au début, il y a l'idée idiote que plus on va dépenser, ou plus on va embaucher de fonctionnaires, par exemple, plus on va favoriser la croissance. Et évidemment, ça ne marche pas. Alors, il y a Pierre Mauroy, qui est le Premier ministre, qui, malgré ce qu'on croit, parce qu'il il parlait surtout la langue de bois, Pierre Mauroy, mais enfin, il avait vu, évidemment, la catastrophe venir dès 1981, d'ailleurs, entre les deux tours des législatives. On me dit des choses horribles. Enfin, alors qu'il a gagné les législatives, il me dit, mais on va finir sur les tomates, parce qu'il est très inquiet. Mais il aime Mitterrand, donc il est très loyal avec Mitterrand. Et puis, donc, il y a le tournant de la rigueur, vous avez raison. Mais après ce tournant de la rigueur, disons, le pli est pris. Et c'est-à-dire, on dépense à tout va, on fait des déficits, on s'endette. Et je dirais même, c'est plus grave que ça, parce que c'est un laisser-aller général. Ça va jusqu'au, évidemment, au délitement de l'autorité. On contrôle plus rien. On contrôle pas l'immigration. On laisse faire, vous voyez. Et de plus en plus. Et donc, ça va de plus en plus vite. C'est pour ça que, vous savez, les toboggans, vous avez remarqué, au début, on ne descend pas très vite, puis à la fin, on descend de plus en plus vite. Alors après, je dis pas qu'on va au fond de la fosse, parce que la France est un grand pays, la France n'est pas finie, elle peut rebondir. Peut-être qu'elle n'est pas encore d'ailleurs arrivée au fond, on n'est peut-être pas encore au fond du trou, mais à un moment donné, je pense qu'on se reprendra comme on s'est ressaisi en 1958. Et justement, je vais faire un grand bond à la fin de votre livre. Vous le terminez par cette phrase: Macron n'est peut-être pas la dernière station du chemin de croix des Français, les agonies sont toujours plus longues qu'on ne le croit. Est-ce que ce livre, c'est celui d'un décliniste ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, ce que j'ai voulu faire, d'abord, c'est très simple, c'est essayer de comprendre comment on en était arrivé là. C'était ça mon idée. Comment la France en est arrivée là. Et c'est évidemment de raconter aussi l'histoire de la Ve République. Alors c'est une tranche de vie, c'est une tranche d'histoire. De vie parce que, évidemment, c'est un concept un peu nouveau. C'est pas moi qui l'ai eu l'idée, c'est Rana Levy, l'historien qui est directeur de collection chez Gallimard, qui me proposait de faire ça et ça m'avait intéressé. Je me souviens très bien, il vous disait, mais vous avez connu la plupart des présidents, pas connu De Gaulle, hélas, mais vous pourriez faire une histoire où vous raconteriez à la fois votre vie, vous feriez parler des différents personnages que vous avez connus de près, puis vous raconteriez aussi l'époque, les Français. Il y a plein de chansons, vous savez très bien que je suis sûr que vous êtes pareil, vous êtes comme tout le monde, on est tous pareils. Il y a dans nos grandes périodes, dans la vie des grandes périodes de l'histoire, souvent, c'est une chanson. On garde une chanson en tête qui correspond à un événement. Ça peut être La Nuit je mens de Bachung ou des chansons de René Sanson. Vous parlez pas que de politique, vous parlez aussi de culture. Je parle de tout, de société, bien sûr, bien sûr. Regardez par exemple, Emmanuel Macron arrive au pouvoir, 2017, qu'est-ce qu'on retient ? Pensez que cette plaisanterie de Beethoven, oui, c'était quand même un peu une blague. On se disait, qu'est-ce que c'est que ce type ? Qu'est-ce qu'il veut, là ? Tout ça, en train de marcher pendant des heures après son élection. C'était assez lunaire, il faut bien dire.
Ben oui, mais il y a tout de suite la mort de Johnny. Et la mort de Johnny Hallyday, c'est quelque chose d'absolument sismique. Vous savez très bien, Paris était, comment dire, devenu le grand rassemblement de tous les motards, de tous les tatoués, de toute une France qui ne vient jamais à Paris, d'ailleurs, qui venait de... Et c'était très émouvant, parce que d'abord, la figure d'Hallyday, quand on l'a vu en spectacle comme moi, peut-être pas comme vous... Hélas, non. Oui, bah justement, en disque, c'est pas tout à fait ça. Quand on l'a vu en spectacle, c'est plus du tout la même chose. On le voit différemment, parce que c'est quelqu'un qui se donne tellement, complètement déchiré, complètement cassé de partout, et en plus, il se donne à la foule de manière complètement incroyable. Et donc c'était un grand mythe vivant. Vous voyez. Donc j'essaie c'est pas juste un bouquin sur les petits secrets de la politique. Enfin que bon, évidemment. Il y a des anecdotes assez savoureuses. Oui, d'ailleurs, on va y revenir. J'expédie pas mal de gens, bien sûr. Puis il y a des portraits qui sont pas sympas, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas s'empêcher. On va forcément en je parler. suis toujours un peu gêné après. Si vous les lisez, je rougis, je suis embêté, parce que je crois pas que je suis foncièrement méchant, mais je pense aussi qu'il faut dire la vérité. Je reviens sur cette métaphore rapidement du toboggan et cette question: comment en est-on arrivé là? Vous qui connaissez parfaitement les arcanes du pouvoir, est-ce que vous diriez que les politiques ont péché par lâcheté, ou bien est-ce qu'ils sont simplement impuissants? Alors, c'est compliqué, parce que, si j'étais souverainiste, que je ne suis pas, je vous dirais, c'est la faute à l'Europe. C'est pas vrai. L'Europe est un alibi, c'est le bouc émissaire. Parce que l'Europe n'empêchait rien. C'est-à-dire, d'abord, le délitement, il commence avec l'économie. On laisse tout filer. On s'en fout, c'est pas grave. Regardez, Balladur, c'est parce que c'est une histoire de gauche et de droite. Balladur, il arrive au pouvoir, allez, il lâche les vannes, il fait des chèques tout le temps, mais c'est pas grave, allez, on fait déficit, on endette. Bérégovoy, j'en parle pas avant, alors lui, c'est la catastrophe nationale. Vous avez une phrase assez dure d'ailleurs sur Pierre Bérégovoy. Vous dites qu'il était, je cite, un affairiste de poche dont l'enflure donnait une idée de l'infini, rien que ça. Bah oui, mais il fallait le voir. On avait des fous rires devant un personnage pareil. D'ailleurs, j'en ai eu un une fois, tellement il était grotesque. Il s'en rendait pas compte en plus. Et si vous voulez, tout ce qui se passe pendant cette époque, c'est que tout le monde pense que tout ça c'est facile, c'est pas grave. Et au fond, ça va sur sur toute la société. C'est-à-dire l'éducation nationale. Oui, mais alors, oui, l'enfant roi, mais oui, c'est l'enfant qui va décider. Ça l'embête, cette matière. Bon, on va faire autre chose, on va faire comme ça. Et puis, les parents d'élèves qui s'en mêlent, qui commencent aussi à jouer leur rôle. Enfin, bon, vous avez une déstructuration absolument générale de la société. Déficit de l'autorité. Déficit de l'autorité. Tout, jusqu'à la justice, où, bon, les pauvres, vous voyez, les délinquants arrivent, et c'est toujours les pauvres. Et puis, on va essayer d'arranger les choses. Et cette espèce de délitement général qui intervient... alors à partir de 1981, mais on peut dire que déjà dans La Belle Époque, le tome 2, vous avez déjà des prémices, mais à partir de 1980, ça y va nettement, et puis comme ça, pendant ces 40 ans, depuis 1981, on voit bien, ça va de plus en plus vite. Et les responsables, vous les désignez, attendez, les responsables justement, faut être honnête, c'est-à-dire il n'y a pas juste eux. Il n'y a pas que les politiques. Il n'y a pas que les présidents ou les premiers ministres de cohabitation, Balladur ou Jospin. Il y a aussi, les Français. Les médias. Les Français les médias. Par exemple, c'est l'histoire des grandes grèves de 1995, et vous avez des confidences de Chirac qui sont extraordinaires. Moi, j'avais oublié qu'il m'avait dit ça, parce que, évidemment, pour faire ce livre, j'avais tenu un journal pendant une époque, j'avais aussi... je prenais beaucoup de notes, et j'ai lu ça, et je trouvais ça incroyable, parce qu'il racontait, bien entendu... il disait, mais... Pauvres Français, ils veulent le déclin, ils vont l'avoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arrêter le pays parce qu'ils veulent que les agents roulants de la SNCF et de la RATP, parce que c'était bien ça le problème, c'est pour ça que les Français sont mis en grève, continuent à prendre leur retraite à 50 ans. Mais c'est quoi ce pays? Mais c'est quoi ces Français? Mais qu'est-ce qui... Vous voyez, il était très en colère, comme ça me rappelait d'ailleurs les colères de Gaulle que racontait Jean-Raymond Tournoux dans son livre extraordinaire, la tragédie du général. Ça veut dire que les Français n'auraient pas dû faire grève? Les Français, s'ils avaient réfléchi un peu, ça veut dire quoi là? Est-ce que dans un pays comme la France, alors que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, certaines catégories de la population doivent continuer à prendre leur retraite à 50 ans? Est-ce que d'abord, c'est injuste? Et ça l'avait profondément choqué, mais il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire que, vous savez, on ne peut pas dire c'est uniquement la responsabilité des politiques. Je pense que c'est une responsabilité générale, mais les politiques ont évidemment la part la plus importante, parce que ce sont eux qui décident. Mais parfois, ils ont peur du peuple aussi.
Parce qu'on a un peuple très conservateur, émeutier, corporatiste, qui défend ses intérêts. Et je veux dire, vous voyez, dans le délitement, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est l'intérêt général. L'intérêt général n'est plus une valeur importante. C'était un des mots-clés du général de Gaulle, enfin une expression clé du général de Gaulle. Il parlait toujours d'intérêt général. Je raconte cette scène, mais ça c'est dans le tome précédent, mais ou peut-être encore celui d'avant, le premier, où le général de Gaulle préside un conseil des ministres et il y a Christian Fauché, on est en 1966, qui dit, bon, il est ministre de l'Éducation nationale, il dit, l'année prochaine, 1967, on a des législatives, je vous signale, et donc ce serait quand même bien de m'aider pour mon budget. Et là-dessus, de Gaulle pique la colère du siècle et dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas là pour non, on n'est pas là pour préparer les élections législatives. On est là pour l'intérêt général. Je crois que c'est une notion importante parce que vous savez très bien que l'homme d'État, il prépare non pas la prochaine élection, mais la prochaine génération. Et on a eu beaucoup de politiciens qui préparaient plutôt la prochaine élection. Ça leur a pas toujours réussi. Balladur, il a fait beaucoup de chèques pour être élu, il a été battu. C'est vrai que Macron, qui a fait aussi beaucoup de chèques en 2022 pour être élu, lui, il a été élu, mais il avait la chance d'avoir la chance, si je puis dire, c'est pas la chance pour les Ukrainiens, mais il y avait la guerre en Ukraine qui faisait qu'évidemment, il n'y avait pas de débat et que tout le monde serrait les rangs derrière lui. D'ailleurs, on voyait pas très bien comment quelqu'un d'autre aurait pu être élu à ce moment-là, parce que la guerre en Ukraine, évidemment, était une aubaine pour lui. Alors, certains responsables politiques sont en tout cas plus responsables, justement, que d'autres. Certains, vous désignez 7 personnalités, chevaliers du déclin, promus connétables, dont il aurait fallu traduire certains devant un tribunal de commerce des gouvernants défaillants. Voici les 7 noms, on va les donner. François Mitterrand, Jacques Chirac, Édouard Balladur, vous en avez parlé, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Pourquoi eux ? Parce qu'ils étaient présidents, parce qu'ils avaient des responsabilités fortes. Alors j'aurais pu citer aussi Michel Rocard, parce qu'il a été Premier ministre assez longtemps, 3 ans de François Mitterrand. Mais c'est pas si mauvais quand on regarde le bilan. Faut être honnête. Vous voyez, j'ai dans le livre, je suis honnête. C'est-à-dire que je regarde aussi le bilan de Chirac 1986-1988. Attention, bilan de cohabitation de Chirac qui est élu donc contre la gauche tout de suite après l'élection de François Mitterrand. 1981, 86, c'est la gauche, mais 86-88, c'est Chirac qui reprend le dessus avec Mitterrand qui reste président. Et quand il est Premier ministre, on regarde les chiffres, c'est bien. Je veux dire, il a fait du boulot. Vous voyez, donc moi j'essaie. Enfin, c'est un livre évidemment où je tire à tout va, mais qu'est-ce que vous voulez, on peut pas se refaire. Mais je reconnais aussi que il y en a qui ont essayé de faire des choses. C'est-à-dire que le Chirac de 86 ou 88, quand Chirac ne fait rien. C'est vrai qu'il a beaucoup dormi pendant ces quelques mandats, mais ces 2 mandats de président. Mais en même temps, quand il est Premier ministre, il fait du boulot et il se bat et vraiment il fait des choses. Bon, après, il était battu assez sévèrement par Mitterrand en 88. Alors sur Jacques Chirac, justement, vous revenez sur une polémique, celle, vous savez, du bruit et l'odeur, évidemment, cette expression donc qui est restée célèbre, qu'il avait prononcée en 91 sur les familles d'immigrés lorsqu'il était président du RPR. Il n'avait pas du tout aimé ce que vous aviez écrit dans les colonnes d'ailleurs du Figaro à propos de cette polémique. Je ne sais plus si c'était moi ou quelqu'un d'autre, mais enfin il était très énervé. Il vous a contacté juste après. Ouais, il m'avait engueulé parce qu'il engueulait beaucoup, mais c'était pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Moi je fais pas partie de ces journalistes qui montent sur leurs grands chevaux quand on a une politique, téléphone en hurlant, ou même quand ils me menacent ou quand ils demandent au propriétaire du journal de vous virer, ce qui m'est arrivé assez souvent. C'est pas vraiment mon problème. Leur vie est difficile, ils ont peur, et c'est vrai que ils raisonnent un peu que comme ça, celui-là il faut le virer, c'est pas possible. Bon, et Chirac, de temps en temps, il prenait son téléphone, il me hurlait dessus. Et là, il me dit, je vais vous montrer que vous racontez que des conneries. Et il m'a emmené faire le tour de quelques bars et cafés où il y avait beaucoup d'arabo-musulmans, comme on dit, ou comme vous voulez. Et là, j'ai vu son extraordinaire popularité. Mais je savais. Quand j'avais écrit ça, c'était d'ailleurs... C'était nuancé, parce qu'on voyait bien en plus qu'il était très alcoolisé, Chirac, quand il avait tenu ses propos. Il transpire de partout. Puis il y a des verres de bière. Enfin, je pense... Bon, bref. Et si vous voulez, fallait remettre ça un peu dans le contexte. Mais c'est vrai que c'était... Un président ne parle pas comme ça, quoi. C'était... j'étais un peu choqué par... Mais je faisais pas partie de du chorus, comment dire, des immigrationnistes qui disent qu'il faut pas stigmatiser, etc. C'était pas ça du tout. Mais je trouvais qu'un président, il ne doit pas... comment dire... enfin, il n'était pas président à l'époque. Il n'était que... Président du RPR. Maire, oui, et maire de Paris. Mais un président, il ne doit
pas, disons, pointer du doigt certaines catégories de la population. Moi, j'avoue que je trouvais ça pas bien. Et je voyais bien aussi que lui-même pensait qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais il essayait de me montrer avec une forme de naïveté, il faut bien dire, parce que c'était le bon côté de Chirac, c'est-à-dire qui était un affectif, que au fond, bah oui, il aimait tout le monde et tout le monde l'aimait. Et d'ailleurs, il m'en a donné la preuve, parce que c'est vrai qu'il était très aimé, c'est-à-dire que quand il arrivait dans un café, bah, il y avait comme un ouragan. D'ailleurs, Chirac, quand on se baladait avec lui, c'était incroyable, c'était comme une star. Vous décrivez quelqu'un d'assez proche des gens, d'assez humble également. Mais il aimait les gens, il n'y a pas d'histoire, il touchait, enfin, on le triturait. Et puis surtout, il aimait ce que j'appelle les petites gens, c'est-à-dire ou les gens de rien, les riens, comme dirait Macron. Ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien. Et je me souviens d'une histoire incroyable, c'était quand il est arrivé en retard au journal de 8h du matin de France Inter. Une fois, c'est parce qu'en fait, il avait rencontré une femme de ménage d'origine africaine qui avait des problèmes, je sais pas, pour sa nationalité, ou je sais pas, enfin, je sais pas quels étaient ses problèmes, mais enfin, c'était des problèmes de papier. Je pense pas qu'elle était clandestine. Ben, enfin, les problèmes de papier, elle commence à lui parler, c'est compliqué, il s'exprime pas bien, et il reste, et il arrivait avec 5 minutes de retard au journal. Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'était vraiment Chirac. Et ça, il y avait une grande disponibilité toujours. Et Chirac, c'est pour ça qu'il est aimé d'ailleurs. C'est pas pour ce qu'il a fait. Bon, il a fait quelques petites choses, mais c'est parce qu'au fond, les Français savaient qu'il l'aimait. C'est-à-dire, lui, il y avait une vraie... c'est le cas d'autres présidents aussi. On peut pas dire que c'est le seul qui aimait les Français. Et on aurait pu en parler de ces autres présidents. Ils sont en tout cas dans ce livre. Vous les décrivez très bien. Merci beaucoup. Tragédie française, c'est le 3e tome de cette histoire intime de la 5e République. Merci encore. Merci. Franz-Olivier et Gisbert, c'est un récit assez captivant, un brin nostalgique, mais très agréable à lire, car ponctué donc de nombreuses anecdotes. Je rappelle que vous serez également l'invité des Rencontres du Figaro. Ce sera lundi 11 décembre à 20h. Salgavo, je me prépare. À Paris, le rendez-vous est pris.